C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce lundi le principal responsable du secteur de la justice. Il s'agit du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par son président Dieudonné Kamuleta et le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Devant ce pouvoir judiciaire réuni, le chef de l'État a donné des instructions et orientations pour une bonne marche de la justice. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice. Comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour que, ensemble, nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de Justice et le pouvoir judiciaire. C'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. La justice élève une nation, dit-on. Le président de la République tient à une bonne justice. Il est le magistrat suprême au nom de qui la justice est rendue. D'appliquer la loi portant statut des agents des carrières de services publics de l'État et ça va favoriser beaucoup de choses. Je suis enfin ravi, honorable président, d'apprendre que le ministre a rejoint ma préoccupation exprimée ici devant ce micro lors de la législature passée en 2022 au sujet des Congolais ayant dépassé l'âge légal des candidatures éligibles au recrutement dans la fonction publique qui est limitée à 35 ans. Honorable président, la confiscation des opportunités au sein des entreprises publiques par les familles politiques pendant plus de 20 ans maintenant a exclu beaucoup d'experts congolais qui n'ont pas d'amitié ou d'affinité avec ceux qui ont l'opportunité et la possibilité de recruter les gens, les responsables de services publics. Ils ont été écartés parce que tout simplement, ils n'ont pas d'amis au sein du pouvoir. Et ils ont vieilli avec leurs compétences, leurs connaissances, leurs capacités. Ils ont été écartés aujourd'hui. L'État congolais a perdu, a raté de bénéficier de leurs connaissances. Je recommande ceci, honorable président, en chutant. Aujourd'hui, que monsieur le VPM, ministre de la fonction publique, ouvre la possibilité de recrutement au sein de la fonction publique, les Congolais et Congolaises, même jusqu'à 60 ans d'âge, ayant toutes leurs capacités afin de prendre en charge et donner à l'État leurs connaissances. Même s'ils peuvent servir l'État juste pendant leurs 5 dernières années de vie. C'est-à-dire, honorable président, si ces Congolais-là, qui ont encore leurs capacités, peuvent les mettre à la disposition de la République, même pendant leurs 5 dernières années. Peuvent être aussi et ce sera possible. Mais peuvent être aussi des consultants. Merci, monsieur le ministre. Parce qu'il y a l'organisation internationale du travail, hein, il y a des normes. Honorable président, je termine par reconnaître les capacités, la volonté de monsieur le VPM, que je fréquente régulièrement à travers ses publications. Nous savons que vous pouvez faire quelque chose et nous avons confiance en monsieur le vice-premier ministre. Nous avons confiance, il en a l'intelligence. Et nous voulons que l'État congolais maintenant lui donne la possibilité d'exécuter toutes ses compétences au profit des jeunes Congolais, cadres Congolais qui veulent servir l'État. J'ai dit, je vous remercie. Merci, honorable Iber Furguta. Honorable Kavira Janine, pour ne pas faire la discrimination, puisque le vice-premier est venu aussi pour combattre ça. On prend la femme. Honorable Kavira Janine, vous avez la parole.
Merci, honorable président, de la parole accordée. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je salue cette initiative législative qui ambitionne d'améliorer la gestion des ressources humaines de l'État. Cependant, l'article 4, à son alinéa 2, mérite un examen attentif. Il est proposé que les besoins en recrutement soient programmés et budgétisés chaque année. Cela soulève plusieurs préoccupations. D'une part, dans la pratique, l'État ne recrute pas systématiquement chaque année, sauf dans les contextes spécifiques, souvent influencés par les enjeux politiques ou populistes. D'autre part, inscrire chaque année une ligne budgétaire à ce titre, sans garantie d'effectivité, ouvre un risque réel de détournement, surtout dans un environnement où les mécanismes de contrôle sont encore faibles. À l'article 30, alinéa 3, il est prévu que la femme, agent public, après avoir bénéficié de son congé de maternité, soit 14 semaines et 8 après accouchement, puisse enchaîner avec un congé de reconstitution après la maternité. Nous saluons l'intérêt que porte cet article à la question liée à la femme, surtout à sa protection. Honorable Président, à l'article 80, alinéa 6, qui dispose: lorsqu'un agent ayant rempli un des critères de mise en la retraite décède en activité de service, une décision de mise à la retraite à titre posthume est prise en sa faveur. Si le décès survient plus de 12 mois après la date à laquelle il aurait dû être mis à la retraite, ici, nous voyons que cet alinéa a une certaine discrimination des morts. À mon avis, c'est mieux de supprimer la deuxième phrase et de rester avec cette formulation. Lorsqu'un agent ayant rempli les deux critères de mise à la retraite décède en activité de service, une décision de mise à retraite à titre posthume est prise à sa faveur. Alors, j'ai une question à poser à Monsieur le ministre par rapport à cet article. Que prévoit-on pour les agents de l'État qui sont en âge de retraite avec leur numéro matricule sans avoir touché un seul mois de leur salaire? Puisque nous parlons des agents publics de l'État, que dire des médecins qui reçoivent des primes de l'État dans leur cabinet privé, pendant que ceux qui sont constamment à risque dans le Congo profond ne sont pas payés? Contrairement aux juristes qui, les privés sont avocats et les agents de l'État sont des magistrats. Honorable Président, que préconisons-nous pour nos compatriotes qui ont fait 15 ans, 20 ans à la Direction générale des impôts, ça avec comme statut de stagiaires sans salaire? À la DGI de Butembo, de Lubero et de Beni, nous avons une 60aine d'agents dont le statut n'a jamais été régularisé et qui sont là comme stagiaires. Pensons, honorable Président, aux agents de l'État et compatriotes qui œuvrent dans les partis sous occupation. J'ai dit. Merci, Maman Janika Vira. Je savais que vous allez faire des observations pertinentes. Merci et honneur à la femme. Merci. Honorable Godem Poyi, et on va terminer par Ngonda Koyi. Oui. Honorable Godem Poyi.
Merci, honorable président, pour la parole que vous venez de m'accorder. On dit quoi? Donc vous voulez qu'il s'habille comme d'habitude, c'est ça? Voilà. Et pourtant, c'est la même chose. Il faut me protéger. Je vous protège. C'est la même chose. Ok. Merci, honorable président, pour Merci. la protection. Honorable président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues. J'étais enthousiasmé lorsque les VPM m'a parlé parce que je n'avais jamais eu l'occasion de les suivre. Depuis qu'il exerce ses fonctions, ça m'a mis en confiance. Au-delà de cette confiance, j'ai 3 préoccupations que je vais convertir en question. Honorable président, la République démocratique du Congo, mon pays et le vôtre, n'a pas besoin du développement de la fonction publique, mais elle a besoin d'une fonction publique de développement. Et j'ai appris, je disais que la République démocratique du Congo n'a pas besoin du développement de la fonction publique, mais par contre, elle a besoin d'une fonction publique de développement. C'est-à-dire un personnel de qualité avec tous les moyens. J'ai appris qu'aujourd'hui, les fonctionnaires, à ne pas confondre avec les agents de l'État, seraient même au-delà d'1 million. Mais je m'interroge. Il est des principes que la publicité entoure toutes sortes de recrutements au niveau de la fonction publique. Les seuls communiqués que nous suivons, c'est seulement quand il faut recruter dans l'armée et dans la police. Par quelle magie on peut déjà avoir 1 million de fonctionnaires de l'État? Et c'est ainsi que je voulais poser mes 3 questions à notre VPM. Comment se font les recrutements et les promotions maintenant? Et lorsque j'ai lu en diagonale, ou j'ai suivi en diagonale les projets de réformes en cours, au lieu de faire du recrutement sur titre une exception, mais en réalité, chez nous, c'est devenu la règle. Et c'est ce qui fait qu'on a des problèmes de ressources humaines de ce côté-là. Je sais qu'il y a des grands fonctionnaires que je respecte, mais nous devons protéger leur travail. Nous savons tous qu'en France, qu'il s'agisse du recrutement, de la promotion, on passe par un concours. Et c'est ce qui fait que lorsque vous êtes en France, lorsque vous êtes devant un directeur, il l'est véritablement. Et du coup, au lieu d'être dans le développement de la fonction publique, on aura maintenant une fonction publique de développement parce que ces ressources travaillent, contribuent à la rentabilité de la République. Que je sache, je peux me tromper, mais je ne me souviens pas que depuis que notre brillant VPM est là, je ne me souviens pas avoir suivi un communiqué recrutant au sein de la fonction publique. Et si nous continuons de cette façon, je crois que nous allons briser la cohésion nationale. Moi, je suis recruté comme fonctionnaire en 1989 par le maréchal Mobutu. La seule chose que j'avais dépensée, c'était mon agent de transport et l'encre de mon stylo pour concourir. Et 2 semaines après, j'étais retenu. Comment vous pensez nous revivre ce climat de rationalisation comme vous-même vous l'avez dit? J'ai une préoccupation, et c'est surtout celle-là qui m'a poussé d'intervenir, c'est à ce qui concerne les recrutements spécifiques. Dans le cadre de cette réforme en cours, le VPM dit que pour des fonctions spécifiques, on peut recruter même à partir de l'âge de 50 ans, ma foi. Dans la vie, il y a un âge pour apprendre, il y a un âge pour travailler. Et ces critériums, lorsqu'on les fixe, c'est à la suite des études physiologiques, psychologiques et ergonomiques. Ça ne se décrète pas. Imaginez-vous
Si nous ouvrons cette brèche-là, rassurez-vous que nous aurons une fonction publique moins dynamique parce que chacun va se servir de cette ouverture pour recruter n'importe qui à partir de l'âge de 50 ans. C'est ainsi que je voulais suggérer au VPM qu'il est vrai qu'il y a des postes spécifiques, mais n'oubliez pas que la fonction publique, c'est d'abord la culture organisationnelle. Donc un fonctionnaire, il sait qu'on peut l'engueuler, il sait qu'il doit être là à temps, mais lorsque vous importez quelqu'un du secteur privé à l'âge de 50 ans, il va commencer à quel grade? Avec quelle culture? Donc ce sont là les trois préoccupations que je voudrais que notre VPM prenne en compte à ce qui concerne cette réforme. Et je vais terminer par la question relative à l'ENA. Très modestement, je suis un ancien de l'ENA Paris. Il y a 5 ans, l'ENA Paris venait de changer de dénomination, tout simplement parce qu'on estime que le label a été galvaudé en Afrique. Qu'est-ce que vous comptez faire pour redynamiser la formation au sein de l'ENA Congo? Ce sont là les 4 questions que je vous ai posées. Je vous remercie, chers collègues, pour votre aimable attention. Merci, Godin Poyi. Très percutant comme d'habitude. Honorable député, chers collègues, j'avais promis que ces 5 intervenants et pas plus. Donc l'honorable collègue Ngonakoy a consenti d'intervenir après. Il va intervenir au niveau de l'aménagement du territoire. Nous venons d'épuiser la liste des orateurs. La parole est de nouveau à monsieur le vice-premier ministre pour rencontrer les préoccupations des différents intervenants. Tel que je les connais, je ne sais pas, vous allez demander des jours, ou bien vous le faites immédiatement. Vous, c'est direct. Voilà, vous avez la parole, monsieur le vice-premier. Merci encore une fois, honorable président, de m'offrir l'opportunité de rencontrer de pertinentes préoccupations qui ont été soulevées par les honorables députés nationaux. Et je n'ai aucun doute sur le fait que ces débats intéressants se poursuivra au sein de la commission concernée. Ou au sein de commissions concernées, j'imagine que la PAJ aussi sera certainement concernée, à part la commission socio-culturelle. Je voudrais, honorable président, au regard de l'option qui a été levée par l'option de sagesse qui a été levée par les honorables députés, non pas par prétention, ni arrogance, mais plutôt solliciter l'autorisation de répondre sur le banc. Merci. D'abord, à ce qui concerne, je m'excuse auprès de mes experts, certainement ils ont des éléments à me communiquer, mais je pense que les questions des honorables députés ont été plutôt claires, notamment en ce qui concerne l'honorable Soumei, honorable Soumei, à ce qui concerne la question de la contractualisation au sein de la fonction publique. Je voudrais savoir si nous avons tenu compte de la notion de continuité des services publics de l'État et si la prolifération de CDD, parce qu'il s'agit bien de cela, de contrats à durée déterminée, ne va pas en réalité affaiblir
l'action publique au niveau de nos administrations. Alors, sur cette question, je voudrais dire que non, il n'y aura pas d'affaiblissement, d'autant plus qu'il s'agit d'une cohabitation de deux régimes. Ça rejoint un tout petit peu ce qu'a dit le professeur Mpoyi. En somme, les agents de carrière ne seront pas inquiétés par cette nouvelle disposition. Au contraire, il s'agit ici de mieux protéger leur carrière. Honorable Président, il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai reçu des députés nationaux honoraires qui étaient fonctionnaires avant d'être élus et qui sont venus en collectif solliciter leur réintégration parce que du coup ils n'ont pas été réélus dans la fonction publique. Ils ont effectué beaucoup de démarches et nous avons préféré donc avoir une séance de travail pour examiner au cas par cas leur dossier et pour pouvoir donner une suite idoine. C'est ce qui a été fait. En somme, le grand problème dans notre pays, c'est que comme nous n'avons pas les régimes contractuels, nous remplaçons systématiquement les cadres administratifs qui vont en détachement ou alors en disponibilité. Lorsqu'un agent part en disponibilité, il part pour une durée déterminée. En l'occurrence, s'agissant des députés, c'est 5 ans. S'il est réélu, tant mieux. Il peut encore continuer sa mise en disponibilité. Mais s'il n'est pas réélu, il est dans le droit d'être replacé en activité. Alors si dans l'entretemps, il part en disponibilité et vous le remplacez par un fonctionnaire de carrière, ça veut dire que vous pourvoyez au poste qui était provisoirement resté vacant, vous surchargez les cadres organiques. Et si vous multipliez ces cas, et Dieu sait il y en a combien dans notre pays, en faisant en sorte que tous ceux qui vont au cabinet, moi j'en ai pas mal ici, j'utilise dans mon cabinet plus ou moins 80% de fonctionnaires. Et donc, ils sont en détachement, donc ils laissent leur poste vacant provisoirement. Et qu'est-ce que le chef de service fait? Le chef de service concerné, eh bien, recrute, sollicite le recrutement d'un nouvel agent pour remplacer celui-là qui est parti en détachement. Et lorsque le détachement va prendre fin, parce qu'il s'agit d'une situation provisoire, membre du cabinet, le gouvernement tombe, il est obligé de rentrer, d'être réintégré son service, il trouve quelqu'un qui est déjà là. Pas contractuel, mais carriériste. Donc du coup, pour ce même poste, on aura président, comme vous l'avez dit, eh bien, il y a 2 personnes. Et celui-là, soit il flotte, parce qu'on lui dit, ben, ton poste est déjà pris, et donc il fait le couloir, soit il prend la chaise, il se met à côté, il devient à 2 pour ce même poste. C'est une question de rationalité, question de choix de rationalité. Nous devons essayer de prendre un système et faire en sorte que, justement, pour certains postes, je l'ai dit, c'est à titre exceptionnel, parce que ça ne concerne pas tous les postes, pour certains postes, que nous puissions, effectivement, ouvrir la possibilité d'une contractualisation. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique, c'est conditionné. Je l'ai dit, c'est vraiment conditionné et les conditions sont claires. Et j'ai même indiqué qu'il y aura un règlement d'administration qui va préciser, si vous voulez, les règles ou les conditions pouvant conduire justement à ces choix. Et je vais coupler directement avec ce qu'a dit le professeur Mpoyi, l'honorable Mpoyi. C'est que, en somme, il s'agit d'un recrutement spécifique, c'est vrai. Mais vous êtes expert, professeur. Vous avez un âge qui est en dehors de l'âge de recrutement.
J'ai besoin de votre expertise. Nous avons besoin de votre expertise au sein de l'administration. Nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Parce que, est-ce que va-t-on se priver de cette compétence? Parce que la loi nous l'interdit, nous interdit de recruter un fonctionnaire de votre âge. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ici, l'innovation, c'est que, à défaut de le faire, regardez ce qui se passe. Dans tous les ministères, prolifèrent des structures d'experts. Dans tous, et nous en comptons 46 600 experts qui sont dans des structures qui émargent au budget annexe et qui coûtent cher à l'État. Pour quel travail? Pour un travail qui aurait dû être en réalité accompli par les administrations publiques. Et le président l'a dit, avec raison. Si vous allez aujourd'hui, vous faites un tour au niveau des administrations, vous risquez de trouver des gens en train d'attendre l'heure de départ. Ils sont en train de parler, de discuter, en attendant l'heure. Pourquoi? Parce que la plupart des dossiers sont traités par des structures d'experts, des cellules d'experts. Le ministre préfère faire recours à ces cellules-là parce que c'est là où il y a de l'intelligence. L'administration, comme il y a eu tous ces recrutements que j'ai décriés, c'est des recrutements à tout va, sans tenir compte des profils. Comme il n'y a pas eu de formation dans l'entretemps, eh bien, il y a eu déficit sur le plan de capacité. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est qu'on veut essayer d'inverser la tendance. On dit, désormais, nous n'allons plus systématiquement recourir au numéro matricule. Parce que là où maintenant on a fait des exceptions, c'est que, et là vous avez raison, c'est que même pour des agents d'un certain âge, parce qu'ils étaient experts, ben on a fermé les yeux, on a donné le numéro matricule, alors qu'ils avaient 60 ans. Quelqu'un l'a dit ici, l'honorable Furuguta, je pense, si on peut aller jusqu'à 60 ans. Oui, c'est possible. Avec la contractualisation. Je vous ai parlé de 5 ans. Ça veut dire, en somme, l'âge de départ à la retraite, c'est 65 ans. Tous ceux qui ont moins de 65 ans peuvent avoir la possibilité, sous contrat, ça peut être d'une année, ça peut être de 2 ans. Il ne faut pas qu'on se verrouille. L'essentiel étant de savoir si, effectivement, la personne remplit les conditions. La personne détient une expertise rare dont on a besoin. Si ce n'est pas le cas, on recourt aux expertises déjà existantes au sein de l'administration publique. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucune crainte. Je demandais si il y a lieu de penser à ces CDD qui risquent d'être dans la précarité. Non, encore une fois, non, parce que les CDD ici, les fonctionnaires contractuels sont traités comme tous les autres fonctionnaires. Dans le contrat, il sera précisé leur rang, ce qui fait que, avec la nouvelle politique salariale qui est en cours d'élaboration, eh bien, ils seront traités du point de vue salarial au même titre que les autres. Mais après, c'est une question de choix. Je dis, vous avez parlé de la France, mais c'est partout dans le monde aujourd'hui. Il y a des CDI, il y a des CDD. Donc là, vous savez bien que pour X raisons, vous avez un plan de vie, il y a une opportunité pour 5 ans, il y a un appel à candidature, eh bien, on regarde sur titre. Si vous avez des compétences évidemment requises, on peut vous prendre, mais vous savez à quoi vous vous engagez. Donc c'est un CDD, ça reste un CDD. Si c'est 2 ans, c'est 2 ans. J'ai parlé des éboueurs, je n'ai pas parlé que des experts. Regardez ce qui se passe, vous circulez la nuit, certainement comme moi la nuit quand je viens du bureau, je reviens du bureau. Vous voyez les dames en train de balayer nos rues, nos routes souvent sans impact. Il faut dire les choses comme elles sont, sans impact de manière soutenue, parce qu'on revient toujours sur la même chose. Je dis, il faut essayer de changer de paradigme. Au lieu d'utiliser les associations et les ONG, faisons comme ailleurs. Utilisons des braves gens, des jeunes, nos jeunes qui sont dans le quartier, qui peuvent être mis en contribution pour travailler comme des fonctionnaires, même manuels, pour
balayer nos rues, ils seront en salopette pour assainir, pour comme agents paysagistes, pour planter des pelouses, donc au niveau des ronds-points, comme des paysagistes, comme je l'ai indiqué, à l'intérieur du pays, des cantonniers et autres, payés manuellement. Il a un contrat d'une année renouvelable, mais il est payé, il sait qu'à la fin du mois, il aura ses 800 000, ses 1 million de francs, j'en sais rien. Mais au moins, il sait que je suis payé, je suis fonctionnaire, mais sous contrat. Et je suis évalué. Et donc, je dois mieux faire pour possiblement reconduire mon contrat jusqu'à être peut-être éventuellement titularisé sur base de mes performances, de mon savoir-faire et du travail qui me sera ainsi assigné. Donc, côté motivation, là aussi, il n'y a pas de problème. Nous ferons vraiment en sorte que ces innovations n'empiètent pas, effectivement, comme vous l'avez dit, honorable, le principe sacro-saint de l'administration publique. Je sais que pour le deuxième projet, en parlant de la diversité, vous aviez voulu toucher certainement à la question du nombre de personnes qui entrent. Je ne sais pas exactement, bon, on verra au niveau de commission, mais là aussi, allez, il faut être réaliste. Je veux dire, la sécurité sociale aujourd'hui est considérée comme un droit fondamental, un droit humain. Donc, c'est l'État qui a le rôle de protéger le citoyen en organisant l'écosystème juridique, le loi, pour que chaque personne soit prise en compte. Ça, c'est le rôle de l'État. Aux côtés de l'État régalien, que nous appelons de plus en plus de nos voeux pour qu'il se renforce, peut-être de l'État régulateur sur le plan de l'économie, régalien, je pense à la sécurité, à la justice, l'État régulateur, l'économie, le secteur productif, mais il faut que nous sachions construire aussi un État protecteur qui sait protéger le droit des uns et des autres. Vous savez, je ne vais pas citer ce nom, mais il y a quelques semaines, j'ai reçu un ancien membre du gouvernement. Un ancien membre du gouvernement chez moi, au bureau, je ne l'ai pas reconnu. Il a été bousculé par mes équipes de sécurité, mais il a cité mon nom. Je suis redescendu, j'étais en train de monter les escaliers, et je ne le reconnaissais pas. Et je l'ai regardé, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai amené dans mon bureau. Il était socialement déchu, comme si il n'a jamais exercé de si hautes fonctions dans sa vie. Tout simplement parce que l'État n'a pas organisé ces vieux jours, sa sortie un jour. Nous exerçons des fonctions qui sont éphémères, sont des mandats politiques. C'est vrai, ceux qui travaillent avec nous, vos assistants, ceux qui travaillent à nos côtés, des membres de cabinet, il y en a qui font cabinet après cabinet pour être au service de... Mais après, ils sont jetés dans la poubelle. Ils sont jetés dans la poubelle. Donc, il nous appartient de prendre tous les agents publics dans leur diversité pour qu'ils soient protégés, mais que les règles soient bien définies sur comment on fait. Comme ce ne sont pas des agents de carrière, nous ne le faisons par capitalisation, mais une capitalisation qui permet la fructification de leur épargne. Et les jours où on n'a plus de possibilités, mais au moins on a un minimum vital. Chacun doit avoir un minimum vital. On ne doit pas répartir des zéros quand on a eu à servir l'État. Je remercie l'honorable Matata pour ces mots aimables. Ça m'a fort touché. Il est revenu sur le régime par capitalisation et m'a demandé si notre environnement aujourd'hui permet justement que ces régimes puissent bien se porter. Oui, il y a eu des études de faisabilité, bien sûr, avant de nous lancer à ces réformes. Nous pensons effectivement jusque-là que rien n'empêche que nous puissions avoir
ces régimes dans notre pays, nous le voyons bien. Le plus important, c'est de savoir mieux investir les fonds récoltés. Faire en sorte que l'organisme gestionnaire soit un organisme sérieux dans la gestion de ces fonds récoltés. Et là, ce que nous avons fait, nous avons voulu d'abord intégrer les organismes internationaux qui encadrent toutes les caisses de retraite dans le monde. Je parle ici de la CIPRES et de l'AICES. Et qui donc, il y a quelques jours, les inspecteurs venaient d'être ici à Kinshasa. Ils ont fait tout un mois en train d'éplucher, d'accompagner et de conseiller. Donc à Genève, il y a encore une délégation qui part, ensemble avec la caisse sœur de la CNSAP à Genève, dans le cadre du Conseil de ministres ayant la prévoyance sociale dans leurs attributions, pour justement évaluer ces règles strictes d'encadrement de ces caisses. Et surtout aussi veiller, quand je parle d'investissement, à la fructification de ces fonds capitalisés en faisant de bons placements. C'est surtout la qualité du placement. De plus en plus, ces organismes internationaux déconseillent les DAT. Bon, c'est déjà ça les DAT, parce qu'il y a toujours des intérêts qui s'ajoutent année après année, mois après mois, année après année, mais il faut aller beaucoup plus dans les investissements de qualité immobilier, mais rentables, bien sûr, mais aussi certains titres publics qui peuvent aussi aller dans le même sens de rentabilité. Donc, oui, l'environnement aujourd'hui permet à ce que, tout en étant prudent, que la retraite pour ces catégories se porte plutôt bien. Quant à la contractualisation, vous posez la question, je crois que j'ai répondu à ce qui concerne la contractualisation, mais vous vous focalisez beaucoup plus sur la politique salariale de manière générale. Oui, nous tenons compte du fait que la politique salariale, comme je l'ai dit, soit un outil qui va permettre à l'État de rationaliser les rémunérations dans notre pays. Je l'ai répété, nous n'allons plus rémunérer les numéros matricules. Nous allons rémunérer le travail accompli. Nous allons rémunérer la performance, la course derrière le gain, les primes. Et dû au fait qu'on ne contrôle pas, on ne définit pas ce que c'est une prime aux agents. La prime est liée aux prestations, à la qualité notamment de prestations qui sont fournies par les agents. Et nous devons faire un effort petit à petit pour essayer d'inverser les ratios. On ne peut pas avoir ad vitam aeternam un salaire de base qui est insignifiant par rapport à la prime. Il faut inverser cette tendance-là en tenant compte évidemment du panier de la ménagère. C'est ce que nous sommes en train de faire, du pouvoir d'achat des fonctionnaires, et petit à petit faire en sorte que la loi soit respectée, notamment en ce qui concerne les ratios, que le salaire de base soit à le 2/3 en quelque sorte de la rémunération. Je sais que c'est un travail titanesque, économiquement il faut du boulot, mais nous nous inscrivons dans la progressivité et nous pensons que les choses peuvent petit à petit évoluer. Nous allons mettre en place bientôt cette politique salariale, comme je l'ai indiqué tantôt, pour non seulement réduire les disparités entre administrations, entre Kinshasa et les provinces, mais faire en sorte que, évidemment, certaines règles soient redéfinies pour qu'on ne soit pas à la course, à la recherche de numéros matricules, Pesangaï numéro matricule, mais que ce soit plutôt Pesangaï Moussala. Un instant, monsieur le vice-premier. Di Banza Lunda. Banza Lunda. Avec votre
Certes, là, c'est quelle réunion qui a duré 1 heure de temps comme ça? Reprenez vos places maintenant et suivez attentivement. Abdallah Penembak avec votre équipe. Madame Dorothée Madia, vous devez regagner votre place. Avec votre protecteur. Dorothée Madia.